je vous présente M. Simard, commodore du club de yacht Royal Saint-Laurent. Dans les années, vous étiez commodore quand? 90 et 91, si ma mémoire est bonne. Quand est-ce que vous êtes devenu membre du club? En 1975. Encore là, si ma mémoire est bonne. Oui. Et vous étiez comme un petit gars dans le moment? Ou Hey, j'ai 85 ans. J'étais déjà vieux. Non, j'ai décidé... Vous savez, c'est amusant. Je ne veux pas en dire trop, mais je suis né avec une phobie, mais vraiment dramatique, de l'eau. Et mes parents ne pouvaient même pas m'amener à la plage. Et dans les années 73, j'étais marié avec 2 enfants. Et j'avais un ami qui habitait pas loin de chez nous, avec des enfants, nous étions amis. Et il m'a dit un jour, je t'amène sur mon bateau à voile. Je lui ai dit, non, les bateaux, oublie ça. Ça va sur l'eau. Moi, je me posais, il dit, tu t'en viens sur mon bateau à voile. Il avait un Tanzer 22. Nous sommes allés pour la première fois sur le lac des Deux Montagnes. À peine une quinzaine de minutes après que nous étions à voile, il a frappé le fond. Parce que Carl Chaput, c'était son nom, son père était propriétaire de cette compagnie qui vendait des téléphones à Montréal. Et il avait horreur des cartes marines. Alors, il avait copié une carte marine sur des papiers 8,5 par 11 comme ceci. Et il tournait les pages, puis sa femme lui disait, « Carl, je pense qu'on est trop près, là. » Il disait, « Attends un peu, tourne la page. »« Non, non, t'es pas là. T'es ici. » Boum, boum, on est rendu sur le fond. Puis là, il me dit, « André, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre l'ancre, tu vas la mettre. » Il dit, « Oublie pas une chose, on a touché le fond. Le bateau tire 5 pieds d'eau, donc il y a 5 pieds d'eau. Pas de danger. » Alors moi, je pars avec l'ancre sur moi. Et puis je m'en vais par là. Sa femme dit, « Non, non, à droite. » Je dis, « Non, non, à gauche, à gauche, à gauche. » Non, à droite. Alors je me promenais dans l'eau comme ça, puis le fond du lac des Deux Montagnes, il n'est pas pavé, égal. Alors je descendais avec l'ancre, puis là, je remontais. Après 5 minutes de cette folie, j'ai pris l'ancre, puis je l'ai jeté, puis j'ai remonté à bord du bateau. Mais on est sorti de là. Il y a un bateau qui nous a tirés. Et nous sommes allés passer la journée sur la plage de Oka. Et Carl avait une façon un peu spéciale d'amarrer son bateau. Il est rentré dans la plage avec le bateau. Boum, dans le sable. Et là, on a passé une journée, une des plus belles journées de ma vie. Quand je suis revenu à la maison, j'ai dit, je m'achète un bateau. Si on a survécu avec ce maniaque-là, qui ne respecte aucune règle de rien, alors c'est une affaire sécure. Alors j'ai décidé de m'acheter un bateau. J'ai fait une première année. Et là, mon assureur s'appelait Paul Dansereau. Il m'a dit, je travaillais pour son frère dans un jeune bureau d'avocat. Et il m'a dit, tu vas t'acheter un bateau, il faut que tu viennes au Royal St. Lawrence Yacht Club, je vais te proposer. Il est devenu mon proposeur, puis on est rentré au Royal St. Lawrence Yacht Club avec mon premier bateau, mon CS-22, qui a passé une semaine dans l'allée Chartière à la maison. C'est là que mon épouse a préféré faire de la voile, toute sa vie. Dans le driveway à la maison, elle dit, c'est sécure, c'est stable. À tous les soirs, on avait des... Mais quand j'ai décidé d'amener le bateau ici, je suis allé avec mon frère, qui n'avait jamais vu de bateau de sa vie. J'avais une remorque. On a reculé le bateau sur la rampe d'accès. Et puis, on avait tous des sacs avec des câbles dedans, puis il y avait le mât qui était par-dessus, parce que c'était un bateau. Et il fallait mettre ça à l'eau, puis il fallait monter le mât. Puis à un moment donné, quand on regardait ce qu'il y avait dans le sac, il y avait une espèce de petite plug en français. Puis j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Vous savez, ce qu'on avait sur les bouteilles de lait autrefois? Puis j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Fait que mon frère commence à reculer le bateau. Et puis j'ai dit, ça va bien, tout va bien. Puis à un moment donné, je dis, oh, j'ai de l'eau rendue aux chevilles. Et puis là, j'avais l'eau rendue à mi-jambe. J'ai dit, il va falloir qu'on sorte le bateau de là parce que il y a de l'eau qui rentre. Et puis je me suis penché, j'ai regardé, puis il y avait un petit trou à l'arrière du bateau qui était le petit drain. Alors j'ai compris que la petite plug allait dans le drain. Alors ça a été ma première aventure de bateau. Et là, on est devenu membre au Royal St. Lawrence Yacht Club. Après le 22, ça a été le 27.
Puis après le 27, on a toujours la trifotaitus, comme on l'appelle en français. Et puis ça a été le 33. Et puis je suis devenu membre au club. Membre très actif. On faisait de la voile. Et il y avait, à cette époque-là, une espèce d'esprit, de culture. Les gens se voyaient, on faisait de la voile ensemble. Moi, je participais aux courses de voile tous les mercredis. Ma première course à voile, ça a été sur un Shark avec Pierre Bouchard et son épouse. Ils cherchaient un équipage. Et puis ma première expérience sur le show, il m'a dit « tire sur ça, tire là-dessus, tire sur ça ». Puis à un moment donné, on m'a trouvé le rudder flottait sur l'eau en arrière. J'avais arraché le rudder. Alors, on est allé chercher le rudder, on l'a ramené. Mais après quelques années, on était devenus pas mal bons. Ah, okay. Et puis on faisait de la course dans la baie tous les matins, pendant des années. Et après ça, pendant environ 15 ans, Dick Hamilton, qui était commodore avant moi, pendant 15 ans, nous allions sur Foam, son CNC 35, et nous descendions à la fin de semaine de la fête du travail, nous descendions le fleuve, nous allions dans la baie du Saguenay, à Tadoussac, et nous allions voir les baleines. Et puis on remontait. On faisait, en 6 jours, on faisait 700 000 marins. Parce que c'était jour et nuit. Et puis Dick, lui aussi, c'était un aventurier. Et il avait une carte. Je fais toujours la farce parce que Dick avait des vieilles cartes, il ne m'a pas ça dépensé. Puis sur une de ces cartes, je pense qu'il y avait, je ne sais pas quelle année c'était marqué vis-à-vis Québec, pont en construction. It's a joke. Mais Dick, dans ce temps-là, il n'y avait pas de radar. Hein? Il y avait le Lawrence Sea, qu'on essayait de comprendre avec le son dans les oreilles. Tu sais. Et puis Dick était un expert à la recherche de la vitesse constante. Alors, quand il y avait du vent, il y avait de la voile. Quand il n'y avait pas de vent, c'était le moteur. Mais il fallait toujours... Et Dick recherchait en descendant le fleuve, il fallait être dans le courant. Puis en remontant le fleuve, il fallait être hors du courant. Et puis, sur sa carte, il y avait des endroits, notamment la baie des Rochers, en sortant de Tadoussac, à l'ouest de Tadoussac. Et là, il y avait des croix dans la baie des Rochers, parce qu'à chaque année, on frappait le fond. Puis, il fallait attendre la marée pour nous remonter, pour repartir. Mais c'était des années absolument exaltantes. Il y avait une communauté des gens de voile, c'est utile de le dire. Mais plus que ça, parce que moi, je ne me souviens plus en quelle année, j'ai commencé la course au trésor. Je ne sais pas si vous avez connu ça, quelques années. Pendant quelques années, nous faisions une course au trésor. Et moi, je ne suis pas très, très friand des règles sérieuses, pas très sérieux comme personne. Et les règles, c'est que j'avais une autre membre, une jeune fille, qui travaillait avec moi là-dessus. On faisait des petites rimes. Et puis, les bateaux à moteur étaient impliqués, là, les voiles, les moteurs, etc. Et on avait 5 ou 6 points sur le lac. Et nous avions écrit une petite rime. Je suis sous le soleil, près d'un clocher. Ça voulait dire que le bateau était ancré près de l'église de Pointe-Claire. Et puis, il fallait que le bateau, lorsqu'il arrivait au point d'attente, il fallait qu'il réponde à une question sur la vie du club. Et puis, une des règles, c'était que si on ne connaît pas la réponse, on pouvait acheter la réponse avec du chocolat, avec du coca pour les enfants, avec toutes sortes d'affaires. Alors, puis quand on revenait, après avoir fait tous les points, et quand on revenait au club, il fallait chercher le trésor qui contenait 100 $ en pièces de 1 $ que Mme Mickey avait caché quelque part. Et puis là, c'était divisé avec tout la rafle qu'on avait ramassée sur le lac.
les Coca-Cola, le chocolat, les médailles, tout ce que vous voulez. Et tout ça, c'était distribué aux enfants dans le club. Ça a duré cette course-là pendant au moins 5 ans, jusqu'à la tragédie sur le bateau de M. Baby, son ami, M. Baby, M. Paul Baby, qui, soit dit en passant, a changé son bateau à l'âge de 92 ans, et il l'avait appelé Amen. Mais dans une course au trésor, ça n'avait rien à voir avec la course au trésor elle-même. Son passager, un vieil ami, on ne sait pas s'il s'est suicidé ou non, mais il est tombé à l'eau puis il n'est pas remonté. Et c'est arrivé durant la course au trésor. Ça a été la fin de notre course au trésor qui a duré pendant des années. Et à ce moment-là, c'est avant que je devienne commodore, ça. Alors j'étais contre un commodore, puis l'esprit était tel que les 3 officiers du club sont allés faire l'annonce à son épouse, à son appartement. Nous nous sommes rendus les 3. Lui dit, Madame, il y a eu une tragédie. Ben oui, il avait 80 ans, là. Il n'était pas un jeune enfant. Mais M. Baby a été très touché par cette aventure-là. Mais ça a été la fin de la course au trésor. Ouais. Et M. Baby, c'était un bonhomme un peu spécial. Hein? Il a changé son bateau à l'âge de 92 ans. Son fils, André Baby, est encore membre au club. Hein? Oui. Et il était avocat, mais là, il est devenu écrivain, je pense. Je pourrais vous en parler des choses comme ça pendant des heures. Hein? Il faut m'arrêter. Hein? Bon, on sait que vous étiez commodore 90-91. 90-91. Mais on m'a dit aussi que vous avez beaucoup participé dans les événements et les projets pour le centenariat du club. Pour? Le 100 ans du club. Le centenaire du club, oui. Oui. Oui, bien, pour le centenaire, d'abord, il y a eu 2 événements importants pour le centenaire, peut-être plus que ça. Mais d'abord, il y a eu l'écriture du volume sur le Royal St. Large Club. Et c'est mon bon ami, comment il s'appelait, qui s'est occupé de ce projet-là. Et on avait décidé aussi de... Est-ce que c'est cette année-là qu'on a décidé d'agrandir le club? Oui, l'agrandissement, la pièce à côté. Et tout le monde parlait de qu'est-ce qu'on va faire avec ces salles-là. Il était sûr que ça nous prenait une salle à manger, qu'il allait s'appeler la salle à manger du centenaire. Et moi, j'ai dit, pourquoi pas tenter d'impliquer les membres le plus possible. Alors, j'ai fait un concours de décor où on a invité les membres qui voulaient participer à proposer un projet de décoration pour la Centennial Room. Et c'est une des membres. Elle était membre des Premières Nations. Comment est-ce qu'elle s'appelait? Eileen... De toute façon. Mais ça va me revenir. Ils avaient un petit bateau, un petit 28 pieds. Et puis, ça s'est très bien passé. J'ai formé un comité. Et puis, le choix du décor du Centennial a été accepté. Et c'est elle qui a gagné le concours. Ah, ouais. Et c'est mon ami Jean Attore qui nous a offert, de façon complémentaire, la décoration du foyer en granit solide, en granit massif. Et, soit dit en passant, pour l'inauguration, ça c'est amusant, pour l'inauguration de la salle du centenaire, c'était Dick qui était commodore. Puis il dit, ben, la salle est prête, on fait ça. Alors on décide d'allumer le foyer. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans le foyer. Ça a été la fumée à la grandeur du club. Il a fallu tout éteindre ça. Le foyer n'a pas été un gros succès. Alors, on l'a mis au gaz à un moment donné, mais ça a été ma contribution pour le centenaire. On a fait un concours de décoration pour la salle du centenaire. Ça a été très bien. Ça a été changé par la suite, bien sûr, comme tout décor doit être adapté, mais pas pour le mieux, soit dit en passant.
Je pense Enfin, qu'il y avait des grosses courses de voile aussi en même temps. Pardon? Il y avait des courses de voile, des regattes. Ah non, mais les courses de voile, j'avais rien à voir avec ça. Il fallait participer. Il y avait les courses du mercredi et il y avait les courses du samedi. Moi, j'ai coursé pendant... mes premières courses étaient sur le bateau de Pierre, le Shark. Et après ça, j'ai été recruté par... je n'étais pas trop pire comme crewman. Et j'ai été recruté par... pas Dick, comment il s'appelait? David Nancaro. David Nancaro, qui avait un CNC 30, et David Nancaro avait perdu une jambe. Donc, il était en béquille, il avait organisé son bateau avec des rambardes, des protections en métal. Et David menait son bateau. Il y avait à bord, il y avait Ken Morrison, qui est décédé il y a quelques années. Ken il était commodore aussi, Ken Morrison, après moi. Et il y avait Ken Morrison, il y avait moi, puis il y avait quelques autres personnes. Et on coursait Kernick. Son bateau s'appelait Kernick. On a fait ça pendant, je ne sais pas combien d'années, mais certainement une bonne dizaine d'années avec David Nancaro. Jusqu'à ce qu'il déménage à Kingston, en Ontario, à Ivy Lee. Et puis il est mort prématurément, d'ailleurs, d'un cancer du cerveau. Ça a été une énorme perte pour nous. On allait le voir à chaque année, à Ivy Lee. On allait soit en bateau, soit autrement. On faisait des excursions. On a fait, vous savez, quand je dis, on a fait de la course, on a fait des autres. Mais moi, ce que j'ai aimé de particulier, c'est que j'ai élevé ma famille au Royal St. Lawrence Yacht Club. Mon fils faisait partie de la flotte des Lightning. Il avait son laser. Ma fille avait eu moins de succès. Elle avait son laser également. Et donc, Jean-François était épouvantablement actif avec les Peter Hall, avec les Alain Boucher, avec tout ce monde-là. Ils sont devenus, d'ailleurs, des amis de toujours, qui se voient encore aujourd'hui. Mon fils arrive de Cabarete, qui est à... Comment s'appelle cet endroit-là, là, dans les Caraïbes, là, l'île où tout le monde va, là, pas cher. Là. Mais il fait maintenant du kite. Et il est avec Alain Boucher, il est avec Claude Prévost, avec d'autres membres du club. Ils voyagent encore ensemble. Le nom, mais comment ça s'appelle ça? En République dominicaine. OK, ouais. OK. Alors, ils louent un appartement, ils sont là depuis 3 semaines, ils reviennent effectivement aujourd'hui, là. Avec leur famille, avec leurs enfants, avec tout le monde ensemble. C'est resté. Nous avons créé des liens, comme disait le Petit Prince au Nord. C'est ça de l'amitié. Nous avons créé des liens qui sont demeurés pendant ce temps-là. Je parle encore avec Dick Hamilton, qui habite ici tout à côté. Il a abandonné son membership il y a plusieurs années. Mais je parle à Dick tous les samedis. Son épouse est très malade, elle est alitée, et c'est Dick qui est maintenant devenu son caregiver. Il a 92 ans. Et le samedi matin, il répond au téléphone, « It must be 11 o'clock! » Parce que je l'appelle, comme avait dit le Petit Prince, au renard, arrive à toutes les heures en même temps, parce que quand je vais savoir à quelle heure tu arrives, j'aurai le temps de me préparer pour te recevoir. Mais si tu viens n'importe quand sans que je le sache, ben ça va être... Mais Dick et moi, on se parle encore. On a vu David, on est restés amis. Et une année, il faut que je vous conte ça. Une année, parce qu'il y avait Pierre Charbonneau, qui était commodore avant moi. Et justement, ça a été une première au club. Quand il était commodore, j'étais son... Comment est-ce qu'on appelle ça? Pas son flag officer, comment est-ce qu'on appelle ça? L'assistant du commodore, comment ça s'appelle? Le vice-commodore? Quel est le mot qu'on a? Il a un drapeau, là, celui qui est... mon Dieu, hey! Il y a l'arrière-commodore, le vice-commodore? Non. Le commodore a quelqu'un qui est nommé par lui à chaque année. Le commodore a fleet. The fleet captain. The fleet captain. De la flotte. Bon. Et moi, j'étais fleet captain sous Pierre Charbonneau.
Et comme j'ai toujours des idées de fou dans la tête, Pierre Charbonneau, on fait le Sail Past, et puis j'étais en charge de la procédure, et puis tout ça. Puis j'ai appelé tout le monde, puis j'ai dit, quand Pierre rentre au club, le dernier, avec sa déferlante, il y avait la déferlante à ce moment-là qui était... Et j'ai dit, vous allez sortir vos trompettes, et vous allez faire un tintamarre épouvantable dans le club. C'est resté, d'ailleurs, je pense que ça continue, cette tradition-là, aujourd'hui. Mais Pierre arrive sur le bord du quai, il tourne le coin, puis là, évidemment, les trompettes, les sifflets, tout ce que vous voulez, ça se met à souffler. Il a fait le tour avec son bateau. Mais il était tellement ému, il pleurait, il est rentré dans le quai. Boum! Alors ça a été l'aventure avec Pierre. Mais il y avait The Gin avec le docteur Béic, il y avait moi, il y avait Dick, il y avait tout ce monde-là qui faisait de la voile. Et en fin de semaine, par beau temps, en été, c'était la sandbank, la balise de sable dans le milieu du Saint-Laurent. Puis un soir, nous étions 7 bateaux à l'épaule. Tout cela. Et puis évidemment, il y avait consommation de vin occasionnel. Et we all drank like goddamn sailors. It was unbelievable. But anyway, à 7 heures ou 8 heures le soir, tout le monde était bien réchauffé. Et Pierre, il dit, on s'en va coucher à Dawkers. OK. Tout le monde avait des invités à bord. Hein. Lui, il y avait des invités. Lise s'occupait des invités. Il y avait The Gin, il y avait moi. On était 7 bateaux à l'épaule. Il dit, non, on ne détache pas. On recule. Alors, Pierre était sur la déferlante, dans le milieu, avec un haut-parleur. Puis il disait, bateau tribord, arrière, stop, bâbord. Marche arrière, stop! On a reculé, puis on a traversé le lac Saint-Louis. Il faisait noir, avec toutes les lumières. Et les gens se demandaient ce que c'était que cette masse de feux verts et de feux rouges, puis de feux blancs qui traversaient. Il y avait des bateaux qui venaient faire le tour, qui venaient voir ce que c'était, puis on est rentré comme ça à Dawkers. Et là, tout le monde a jeté l'ancre aux bons endroits. Et puis, c'est là qu'on a soupé. Moi, j'avais des invités de Toronto, justement. Mon invité de Toronto, qui était une espèce de célébrité à Montréal, c'était Nick Hollenrake, qui était annonceur. Ben, Dick Irvin vient de mourir à Montréal. C'était dans les journaux. C'était des grands amis. Moi, j'avais... c'était Dick Irvin également, mais en tout cas, Nick Hollenrake. D'ailleurs, c'était la joke courante. Lui s'appelait Nick Call Me Dick. Puis Dick s'appelait Dick Call Me Nick. Parce que quand j'étais avec Dick, je l'appelais toujours Nick. Puis quand j'étais avec Nick, je l'appelais Dick. Ça me prenait une période d'adaptation pour ça. Mais Nick et son épouse étaient à bord. Et puis, on est allé coucher à Dawkers, tous ces bateaux-là. Et puis le lendemain, tout le monde est reparti. Puis c'était le genre d'esprit qui régnait à cette époque-là. Et d'ailleurs, faut que je vous raconte celle-là. Il y avait un bonhomme qui s'appelait Edgar de Sitcari, qui lui aussi est décédé. Il avait un bateau qui s'appelait Pannonia, qui était un bateau à moteur, qu'il avait, c'était un bon ami à moi, d'ailleurs, c'est lui qui a fait les installations de sécurité, la mise à la terre de mon bateau. Mais il écoutait sur la radio tout le temps. Il était sur le canal 16, puis il écoutait tout ce que le monde disait. Fait que Pierre Charbonneau et puis Béic, Dr Béic, décident de lui jouer un tour. On est, tous les bateaux, on est à Dawkers, encore une fois, et puis on a soupé, on se ramassait pour le souper avec une petite bouteille de vin, un petit cognac, il y a même... Et puis Pierre dit, on va jouer un tour à Edgar. Il est sûrement sur la radio quelque part. Alors, Pierre dit, je vais t'appeler, je vais aller sur mon bateau à côté, puis je vais t'appeler, et puis là, on va se parler sur le 16. Puis là, on va passer du 16, on va passer au 22, puis c'est avec... Alors, Pierre appelle Pierre Béic, qui s'appelle également. Il dit, allô, The Gin, c'est la déferlante. Oui, bonjour Pierre. Bonjour Pierre, comment ça va? Oui. Où es-tu? Je suis à Cornwall.
Ah, il dit, mais comment tu m'entends? 5 sur 5, très, très bien. Il dit, t'es à Cornwall? T'es sur le petit radio? Il dit, oui, oui, oui. Mais j'ai acheté à Kingston, j'ai acheté un Wave Bender. Et puis, grâce au Wave Bender, je peux dépasser le 25 000 habituel de la radio. Et puis, tu m'entends très bien. Tu vois, je suis à Cornwall. Et puis, le lendemain, comment est-ce qu'il s'appelle? Edgar commençait à s'informer. Où est-ce qu'on peut acheter un Wave Bender? J'entends. Il cherchait un Wave Bender pour installer sur son bateau. Vous voyez un peu cette atmosphère qui existait, bien c'était ça. C'est quoi quand vous étiez commodore, c'était quoi les défis que vous avez eu à relever? Bien, à l'époque, moi, mon défi, ça a été de passer ma période de commodore sans une... comment ça s'appelait, là? Sans une... assessment. Sans une... Parce que le club n'était pas riche. Hein. Le club n'a jamais été... Je pense que le club est peut-être plus riche maintenant qu'il ne l'a jamais été, mais nous avions un manque de membres, mais ça a toujours été... Vous savez, on avait des vieux bâtiments, puis une marina, ça coûte cher. Mais il s'agissait toujours de vivre l'année en payant, parce que nous avions... J'ai encore cette même horreur-là. Nous avions tous, les officiers et les membres du club, nous avions horreur des banques et des prêts d'argent. Alors, il fallait vivre à l'intérieur de nos moyens. C'était notre motto au club. Nous allons vivre selon nos moyens, avec l'argent qu'on a, et puis pas d'assessment. Alors, on arrivait, puis parce que si le club, c'est dans les règlements du club, si le club doit faire un déficit à la fin de l'année, il doit faire un assessment de tous les membres pour payer le déficit. Alors, il fallait vivre à l'intérieur de nos moyens, donc nous n'avions pas ces belles tables mécaniques, nous n'avions pas beaucoup de technologie, mais nous compensions par l'esprit de corps des membres à l'époque. Mais c'était ça, parce que je me souviens d'avoir... Mme McKee était la gérante du club avec une main de fer, mais même pas dans un gant de velours. Mme McKee, c'était la bosse des bécosses, comme on disait. C'est elle qui menait le club, et puis... Mais elle avait une façon simple et efficace de mener. Et puis, nous avions, à cette époque-là, grâce à Mme McKee, nous avions le Sunday dinner, tous les samedis, tous les dimanches, pardon. Et le Sunday dinner était toujours plein maximum. Puis à un moment donné, ça allait que la viande est devenue trop chère ou je ne sais pas quoi, quelqu'un d'autre a pris ça, puis ils ont dit « fini le roast beef ». Puis depuis ce temps-là qu'on mange des inventions des cuisiniers qui se suivent mais ne se ressemblent pas, avec chacun ses inventions nouvelles et magnifiques, mais la cuisine a toujours été un peu un problème. Et la critique a toujours été, pendant des années, sur la qualité de la nourriture au club. C'était une de nos faiblesses pendant des années. Je ne sais pas aujourd'hui comment c'est, parce que je viens moins souvent. Mais ça a été ça. Alors, nous avions ça. Mais comme j'ai commencé à dire, si vous parlez de défis, il n'y avait pas de défis. Il fallait tout simplement vivre le maximum de la vie du club, la vie communautaire de ce club-là. Comme je vous dis, le Summer Lawn Party, 450 personnes. On dansait le hula-hula en dessous de... Il y avait un concours, il y avait des billets d'avion donnés par Air Canada, il y avait des vacances données, il y avait 450 membres. Et puis, ça a été une autre de mes inventions. Christmas in July. Une année... ça a été épouvantable. Parce qu'on a des membres qui ne sont pas disciplinés. À un moment donné, je décide,
pendant le Summer Lawn Party, qui était plein, la terrasse, et les gens étaient assis jusqu'au bord de l'eau, là. Puis il y avait le plancher de danse avec des danseurs sous les flammes, etc. Je ne sais pas comment ça s'appelle, là. Et puis j'ai dit, je commençais à avertir les gens de moteur, j'ai dit, à minuit, on décore des lumières, puis on vient faire une parade du Père Noël dans l'avant-port ici. Alors, vers minuit, j'ai dit aux gens, je prends le micro, j'ai dit, tournez-vous de bord. Regardez, le gros bateau, le Sage, Claude Lesage était là avec son bateau en avant, tout décoré, avec un Père Noël sur le pont, puis tous les bateaux étaient autour de lui, puis ça sonnait les trompettes, etc. Il y a un membre, je ne le nommerai pas, d'ailleurs, il est décédé depuis ce temps-là, qui a trouvé ça tellement excitant. Il s'en va sur son bateau, puis il décide de se débarrasser des vieux flares. Il commence sur son bateau à tirer des flares en l'air, une demi-douzaine de flares. L'aéroport de Montréal arrêté. Il pensait qu'il y avait au moins 2 avions dans le lac. Oh non! On a vu arriver ici des petits bonhommes en costume orange, en costume blanc. Qui est l'imbécile qui a tiré des flares sur le lac, puis tout le monde, on ne sait pas que c'est ça. Alors, ça a été un des effets moins heureux de cette aventure, mais c'était... Et ça a duré pendant quelques années, ça aussi, le Christmas in July. Mais mon ami, je ne nommerai pas, là, qui avait trouvé ça tellement excitant, là, ça n'a pas été bien. Ils n'ont pas aimé ça à Dorval. Mais tout s'est passé. La circulation aérienne a repris. Quand les gens ont su que c'était un enthousiaste de la voile qui avait trop de flair, mais pas assez de flair. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait des amendes pour ce genre. On s'aurait été des amendes épouvantables. S'ils l'avaient attrapé, je ne sais pas. Mais non, c'était sérieux. Hein. Et moi, je vois arriver ces gens-là, puis j'étais commodore à ce moment-là. Non, j'étais en charge du entertainment. J'étais peut-être pas commodore encore à ce moment-là. C'est qui est en charge ici? C'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas, moi, que c'est arrivé. Parce qu'il est allé sur son bateau, sur Ford, puis il s'est mis à tirer des fleurs. Avec tout le bruit qu'il y avait autour, personne ne l'a vu, finalement. On a su qui c'était par après, mais... Fait que là, je comprends les défis que vous auriez. Ben oui, mais comme je vous dis, c'était des années d'euphorie, je pense, tant au Québec, socialement, puis je pense un peu partout. La vie était belle à ce moment-là. C'était pas les années 20, mais c'était de belles années de vie. Puis ça a été de belles années. Et je pense que si j'ai peut-être contribué quelque chose au club pendant ces années-là, ça a été de mettre du feu dans le foyer, puis d'activer avec un peu des idées folles, mais de faire vibrer ce club-là. Ça vibrait à ce moment-là. Oui, ça a l'air que vous avez très bien travaillé, d'ailleurs. Je ne sais pas. Mais... Je vous remercie beaucoup, M. Simard, pour votre temps et de la riche discussion.